Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'interview embarquée. Je suis avec Hakim Cheheb. L'interview embarquée, c'est un moment avec des entrepreneurs, des dirigeants normands au cœur de leur quotidien et surtout leur parcours. Ils vont nous raconter tout cela avec authenticité. Hakim Cheheb est directeur régional Normandie de la Bred. Il va nous expliquer comment il en est arrivé là. Il est au volant. Hakim, comment vas-tu ? Très bien, merci de m'avoir convié dans ce beau véhicule et à cette belle interview. J'avais hâte de venir. Alors le véhicule, c'est un Ford Explorer 100% électrique. C'est le véhicule du moment. C'est le véhicule qui s'arrache en concession. Donc pour l'essayer, c'est simple. Ford Rouen, gaz automobile pour l'essai auprès d'Antoine Vendange. Hakim, présente-toi en quelques secondes. Je sais que tu as un parcours comme beaucoup d'entre nous assez riche. Mais qui es-tu ? Que fais-tu et pourquoi le fais-tu ? Tiens. Alors, moi je m'appelle Hakim Cheheb, donc je suis directeur régional Bred Normandie. Aujourd'hui évidemment je suis directeur régional. J'ai 42 ans, marié, 2 enfants. J'ai un parcours complet dans la banque puisque j'ai commencé il y a 20 ans désormais en tant que stagiaire à la Bred. Et puis la Bred m'a offert un parcours d'évolution plutôt sympathique depuis 20 ans, en allant de l'accueil, en passant par conseiller particulier, professionnel, directeur d'agence, directeur de succursale à l'époque en région parisienne avec 9 boutiques et une cinquantaine de collaborateurs. Et puis depuis 2017, directeur régional à Caen pour la partie Normandie-Ouest à l'époque. Et puis depuis 2021 à Rouen pour la partie Normandie-Est. Voilà. Alors pour avoir toute la légitimité en tant que directeur, est-ce que tu penses que justement ce parcours du début, là où tu me parles de stagiaire, à l'accueil, etc., est essentiel, notamment en matière de management, que les gens sachent que tu es parti du début, de la base, si je puis dire. Est-ce que c'est un atout à ton avis ? C'est un atout à 2 égards. Tu as 2 positions. Un, évidemment, tu as parlé de légitimité, la légitimité technique, évidemment, parce que tu sais de quoi tu parles, parce que tu es passé par là, parce que quand tu parles à des collaborateurs, quels qu'ils soient, tu as déjà fait leur travail, sans prétention aucune, tu connais leurs problématiques, ça c'est important. Et puis, le deuxième niveau pour moi, et sinon le plus important, c'est les perspectives d'évolution que tu donnes aux collaborateurs, en tout cas leur montrer que c'est possible. Évidemment, j'ai commencé stagiaire en toute humilité, je suis arrivé directeur régional et d'ailleurs, arrivé, t'as bien gros mot parce qu'on n'est jamais arrivé, on en apprend tous les jours et je trouve que c'est hyper valorisant d'avoir des mini success stories, si on appelle ça comme ça, à illustrer et je suis l'exemple vivant que dans une entreprise comme à la Bred, on arrive à valoriser des compétences, à faire évoluer des collaborateurs en fonction de ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent faire aussi, et de leur dose de mobilité géographique qu'ils acceptent. En tout cas, oui, ce sont des parcours à la Bred qui sont pas extraordinaires, j'allais dire. C'est assez commun de retrouver des personnes comme moi qui ont évolué depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans peut-être, mais qui ont évolué régulièrement et qui arrivent à des niveaux C'est super inspirant pour le jeune qui démarre chez vous, de se dire je rentre à la Bred et finalement c'est possible, oui, évidemment. On peut évoluer. Évidemment, c'est Obama qui disait yes we can, oui, à la Bred yes we can. Et tout est question de mentalité, d'état d'esprit, de philosophie d'entreprise, de culture d'entreprise. Et s'il y a bien une chose singulière et qui caractérise notre entreprise, nous, c'est bien ça. C'est le développement des compétences, l'accompagnement managérial et puis le fait d'aider à faire, en tout cas, progresser des collaborateurs et voilà, on voit des carrières grandir et ça, c'est beau. Ok. Très pragmatiquement, aujourd'hui, tu diriges combien de personnes ? Aujourd'hui, j'ai une équipe de 160 personnes. Ça comprend 31 agences bancaires, regroupés en 8 secteurs qui vont évidemment qui couvrent toute la région rouennaise et toute la Seine-Maritime sans Le Havre. Ça couvre également tout le département de l'Eure, donc le 27. Pour la partie agence, j'ai également un centre d'affaires entreprise qui là gère les entreprises de 1,5 million à... Là où on est venu te chercher, rue Jeanne d'Arc à Rouen. Exactement, à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc dont le principal dont je recommence, donc le centre d'affaires est principalement basé à Rouen, mais il a une antenne à Évreux. Et j'ai aussi la partie gestion privée basée à Rouen avec une antenne à Évreux sur le même format que le centre d'affaires entreprise. Donc tout ça faisant, ça fait 160 collaborateurs,
Donc 31 agences, 8 secteurs, un centre d'affaires entreprise et une banque privée. Ok, un peu de responsabilité quand même. Allez, on reviendra sur la partie boulot, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est de savoir qui sont l'intérieur, le début, comment on en est arrivé là, si tu veux, le résultat. C'est un résultat, mais ce qui est important, c'est le chemin. Alors, tu es né en Normandie. Que faisait papa, que faisait maman, avais-tu des frères et des sœurs? Essaye d'être assez rapide sur ce sujet, mais c'est quand même très important de savoir d'où tu viens. Alors moi je suis né à Verneuil-sur-Avre dans le sud de l'Eure. J'y ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac et puis je suis arrivé étudiant à Rouen. Mon papa était chef de chantier dans le BTP, hein, dans une entreprise de carrelage. Ma maman était aide-soignante infirmière à l'hôpital de Verneuil-sur-Avre, donc on a grandi dans une ville assez paisible, beaucoup de quiétude. Et puis voilà, on est une fratrie de 5 garçons. Et nous, puisque j'ai un frère jumeau et nous sommes les derniers, voilà, arrivés en 1982 et on a donc passé notre bac à Verneuil-sur-Avre en 2000 et en 2000 je suis arrivé à Rouen pour faire mes études et puis in fine j'y suis resté embauché à Rouen et enfin, j'ai trouvé mon travail à Rouen. Okay. Voilà. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance, d'adolescence, de jeunes adultes éventuellement, mais c'est quoi ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est peut-être assez classique, assez ordinaire j'allais dire, mais c'est la fierté de mes parents. Mon père venant d'Algérie en 1962, quand mon frère jumeau et moi-même avons eu notre bac en même temps. Ça c'est un souvenir qui me restera à vie marqué. C'était la grande fête dans la famille là. C'était la grande fête, voilà. On était les deuxième et troisième bacheliers de la famille, c'était un exemple de réussite et c'était le début d'une grande aventure pour avoir une chance de s'en sortir dans la vie avec toutes les difficultés que mon papa et ma maman ont pu connaître aussi il y a bien longtemps. Là tu me parles à demi-mot d'intégration, ça n'a pas été simple? Oui, non, ça n'a pas été simple. C'est toujours pas simple, hein, contrairement à ce qu'on peut dire. Hein, mais effectivement, c'était le début de portes qui pouvaient s'ouvrir. Effectivement, c'était également pour mon papa l'idée que ses enfants pouvaient réussir et se dire, voilà, je suis arrivé en France en 1962 avec une valise en carton et 10 francs en poche. Et aujourd'hui, mes enfants ont la possibilité de réussir dans l'école républicaine, avec les valeurs républicaines, et puis s'intégrer totalement et ne pas souffrir, en tout cas avoir les moyens de ne pas souffrir de tous les préjugés. Et, en tout cas, c'est ce qu'ils croyaient, quoi. Bon, est-ce que ça, justement, ça nourrit ton ambition débordante? Pas de réussite, parce que je trouve que le mot réussite, c'est pas simple d'en parler. La réussite, qu'est-ce que la réussite? C'est très subjectif. Mais il y a quand même, on sent, il y a de l'émotion quand tu parles de ça. Okay, est-ce que c'est ça qui a été moteur dans le fait de se lever chaque jour pour un nouveau combat, etc.? Nécessairement, c'est moteur parce que, évidemment, tu veux avoir la fierté de tes parents. Tu te bats tous les jours contre des mauvaises idées, des préjugés, etc. Et évidemment, tu te dis que toi, tu as eu la chance de grandir dans un pays libre, dans un pays qui a des moyens, dans un pays qui offre une école gratuite républicaine. Et évidemment, tu te dois de transformer l'essai, c'est important. Et c'est un moteur parce que dans ma carrière, aussi bien, je parle de ma carrière professionnelle, mais avant, dans mon parcours scolaire, on a déjà parlé un jour quand nous étions tous les deux sur une interview matinale. Il y a quand même des épreuves à surmonter et ça, tu le prends de deux manières. Soit ça te fait tomber, tu baisses les bras, soit tu le prends de manière revancharde, mais je dis bien du bon côté, dans le bon sens du terme. T'en fais une énergie et tu transformes ça en une opportunité, en une envie de te battre dans le bon sens du terme. Toujours sur la sphère perso, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a beaucoup influencé à faire ce que tu es aujourd'hui, cette version de toi-même là? En fait, il y en a plusieurs. Okay. Une personne, ce serait réducteur pour moi. Évidemment, il y a d'abord mon papa. Ça, c'est très important. Parce que c'est l'image, c'est le socle. C'est quand même la personne. C'est la personne. Et après, évidemment, il y a celui qui m'épaule au quotidien depuis longtemps, c'est mon frère jumeau, puisqu'on travaille à deux. On travaille à deux, en tout cas, on s'est toujours suivi, soutenu. Et puis, depuis 8 ans, c'est ma femme.
Parce que sans ma femme, mon métier de directeur régional, je ne l'aurais pas réussi. Faut rendre à César ce qui lui appartient. Évidemment, il y a le travail quotidien, mais il y a l'accompagnement aussi familial, le soulagement sur beaucoup de tâches, sur la gestion, etc., qui permet à moi, un peu comme un sportif de haut niveau, de me concentrer uniquement sur mon travail. Et ça, c'est évidemment, je lui rends hommage, évidemment. Après, il y a d'autres personnalités dans la banque qui m'ont fait confiance. Le premier, c'est marrant, mais je cherchais un stage en 2002. Je cherchais un stage et puis il m'a pris en stage. Il s'appelle Jean-Luc Morin. Il était directeur de l'agence de Rouen-Saint-Marc à l'époque, je me souviens très bien. Et puis 3 années après, je recherchais un nouveau stage pour terminer mes études et je ne trouvais pas de stage. Pourquoi tu ne trouvais pas de stage? J'avais pas de réponse, je te laisse imaginer. J'avais pas de réponse. J'étais en mode peut-être un peu paniqué parce que je me suis dit, bah tiens, bravo, tu termines ta 5e année d'études et tu ne pourras pas la valider parce que tu ne trouves pas de stage, alors même que dans ta promotion, certains ont 5-6 offres de stage, ils n'ont qu'à choisir, ils déclinent ce qu'ils veulent, ils prennent ce qu'ils veulent. Et puis je suis retourné voir ce monsieur qui m'avait fait confiance 3 ans auparavant, disant bah, j'ai pas vraiment la problématique de stage que tu cherches, mais et j'ai un poste pour toi si tu veux, aucun problème. Je lui dis bah prends-moi parce que de toute façon je n'ai rien et je m'arrangerai pour l'établissement de mon mémoire, il n'y a pas de problème, la réalisation de mon mémoire, je ferai en sorte de l'avoir et de valider mon année. Donc il m'a pris et puis voilà, tendu la main. Il m'a tendu la main. Et ça, il m'a expliqué après, quelques années plus tard, pourquoi il m'a tendu la main. Pour les raisons évidentes où il se disait que des gens comme moi, c'est dur à dire, mais auraient plus de mal à trouver de stage. C'était une réalité. Il en parlait quoi. Il était lucide. Voilà. Il était lucide et donc il m'a tendu la main. 2 semaines après le début de mon stage, il m'a demandé ce que je voulais faire. Il m'a rappelé à mon beau souvenir de 3 ans auparavant, disant est-ce que tu veux toujours être à ton propre compte? Et évidemment, j'avais revu mes prétentions à la baisse et je lui ai dit non, je cherche un travail. Il m'a dit est-ce que tu veux rentrer à la Bred? Je lui ai dit pourquoi pas. Donc il m'a demandé mon CV, ma lettre de motivation. J'avais un CV avec moi. Je me suis mis sur un coin de bureau. J'ai une facilité à écrire, donc j'ai gratté une lettre de motivation en 2 minutes et je lui ai donné. Je suis rentré dans le parcours. Et voilà. Et quelle grande fierté pour lui de me voir évoluer quelques années plus tard quand je suis passé directeur d'agence, puis directeur de succursale. Il est venu à chacun de mes pots de départ et directeur régional. C'est un monsieur aujourd'hui, il m'appelle son poulain. Donc voilà, il a une fierté. Et je lui dois tout parce que c'est un monsieur comme ça qui a cru en moi. C'est le premier qui m'a mis le pied à l'étrier. Après, j'ai eu d'autres rencontres. Un directeur régional qui est devenu après directeur du réseau qui s'appelle Pascal Dufaux, qui est en retraite désormais. J'ai un directeur général de la banque, Olivier Klein, qui est plus directeur général maintenant, puisqu'il est parti en retraite. C'est lui qui m'a nommé directeur régional de la Bred à 34 ans. Donc j'étais plus jeune DR de la Bred, de l'histoire de la Bred et 100 ans de la Bred. C'est un pari pour lui, là. Il a changé un peu les modèles. Oui, il a été audacieux, je lui ai dit d'ailleurs, je l'ai remercié. J'étais le premier issu de l'immigration, quoi qu'on en dise. Et je me souviens d'un ami qui me disait, qui travaillait à la Bred, que j'ai laissé dans les Hauts-de-Seine, puisqu'à l'époque, quand j'ai été nommé directeur régional Normandie-Ouest, j'avais fait un parcours de 3 ans dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre. Je m'occupais de 9 agences dans ce secteur-là. Et il s'appelle Mehdi, il me dit Hakim, merci, tu es notre Obama à nous. Alors moi, j'ai pris ça avec... Tu me dis ça au moment où on arrive dans Saint-Sever. Ouais, c'est drôle. Hein, c'est drôle. Comme quoi tout est possible. Hein, parce que là c'est toi qui choisis. Ouais, je choisis. Écoute, je me laisse guider par cette belle voiture. Petit aparté. Agréable. Agréable. Vraiment, c'est silencieux, c'est agréable. Il y a un confort de conduite qui est top. Donc pour en revenir, ce Mehdi me dit tu es notre Obama. C'est rigolo. Ouais. Alors ça a beaucoup de sens. Mais par contre, c'est une lourdeur en termes de responsabilité. C'est que j'avais qu'un seul choix. En tout cas, qu'une seule option, c'est celle de réussir. Ne serait-ce, évidemment, pas uniquement pour moi, mais aussi pour les autres. C'est un bon stress. Oui, c'est un bon stress. Et puis, quelle fierté après quand tu réussis. Alors, réussir, c'est pareil. Tu disais tout à l'heure, la réussite, c'est particulier. Où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce qu'on... T'es arrivé à l'objectif que tu voulais? C'est ça presque la réussite, je crois, pour chacun. Ouais. Un jour, dans un entretien de recrutement, il y a une dame qui me dit, c'était la Société Générale qui m'a pas retenu pour info, mais... Pas de parfait. Ben non. Cette dame-là me dit à partir de quel moment vous aurez, alors question RH bateau, mais quelque part, ce ne sont jamais vraiment bateau les questions RH, ça permet de travailler sur soi, de prendre du recul.
et en tout cas de montrer qu'on sait prendre du recul. Elle me dit, à partir de quel moment vous aurez l'impression d'avoir réussi votre vie professionnelle? Je lui ai répondu de manière très pragmatique, quand je saurai pourquoi je mets mes chaussettes le matin. C'est la réalité. C'est une réalité, on se lève c'est- chaque matin, et si on se lève, Voilà. c'est qu'il y a une raison. En fait, si on remplace le mot travail par le mot plaisir, on change beaucoup de choses. Et donc moi, mon idée, c'est de prendre du plaisir au travail, de m'amuser, évidemment avec responsabilité. le sérieux que confère une responsabilité, des responsabilités qui sont les miennes, mais Prendre du de plaisir. Prendre du plaisir. Et transmettre ça, parce que c'est contagieux. Plusieurs questions, notamment management. Comment on fait aujourd'hui, en 2024, aux portes de 2025, pour manager 160 personnes? Est-ce qu'il y a une recette et quel type de management sur quel type de management tu es? Voilà. Alors, des recettes, il n'y a pas de recette miracle. Pour moi, le management, c'est avant tout de l'humain. Tu peux avoir 160 personnes, 1000 personnes. Il faut que, 1, tu sois bien entouré. 2, que tu sois bien structuré, toi-même, organisé. Que tu puisses avoir des relais, à mon sens, managériaux, très clairs, et que chacun connaisse sa part de responsabilité. Tu connais certainement la règle des 1, 10, 100 000. C'est que je me positionne au niveau 1000. Si je fais que du 1 tout le temps, c'est que forcément je squeeze le 100 et le 10 et à un moment donné, il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail. Il faut que chacun soit à son niveau, puisse prendre conscience de la charge qui est la sienne. Ça, c'est important. Donc avoir des rôles clairement définis. Le management, comme je te disais, c'est de l'humain. Tu racontes ce que tu veux, c'est de l'humain. On ne peut pas manager si on n'aime pas les gens. Il faut de l'exigence. Ça s'apprend le management? Ça s'apprend, oui, mais il y a de l'inné, certainement. Ok. Il y a de l'idée certainement parce que quelqu'un qui est solitaire, qui n'est pas altruiste, et il en faut des personnes comme ça, le monde est fait ainsi, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'épanouir en management, un, épanouir les gens, et deux, qu'il puisse lui-même prendre du plaisir, et le risque c'est que cette personne-là, si on la met en confrontation managériale, le risque c'est qu'elle soit malheureuse in fine, et qu'elle rende malheureuse ses équipes. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et puis un manager, c'est un leader. C'est fini le management à la militaire. C'est quoi un leader? Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui tire le groupe vers le haut, qui montre l'exemple, qui sait mettre les mains dans le cambouis quand il faut. C'est ça un leader. Tu peux te raconter ce que tu veux. Si tu parles de quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne connais pas, que tu as toi-même jamais fait, Survolé. Comment veux-tu être crédible? Et c'est surtout un leader, et pour moi un bon manager, c'est celui qui est capable d'avoir une capacité de zoom assez fine et en même temps capable de prendre de la hauteur. C'est le système de l'hélicoptère, tu montes et tu descends, et que tu puisses avoir une vision 360 de ce que tu fais. Embarquer les gens, c'est ça. Et garder ce côté humain, j'insiste vraiment, parce que l'exigence, il y en a. On dit en management, c'est bateau, mais ce sont des principes qui existent, mais qui sont réels, et il faut les faire vivre. Il n'y a pas d'exigence trop élevée, il n'y a que des moyens trop faibles. Si tu as un niveau d'exigence qui est élevé, mais tu ne mets pas les moyens en face, il ne se passe rien. Et en même temps, si tu mets des moyens très élevés, mais que tu n'es pas exigeant, ça ne colle pas non plus. Je pense qu'il faut aligner les deux. L'équilibre, le fameux équilibre. Ouais, c'est ça, c'est exactement l'équilibre. Moi, j'adore le management. Pour moi, c'est une science humaine qui est inexacte, mais il n'y a pas de hasard. Ce sont des hommes et des femmes. C'est une conviction qu'on partage. C'est le fait d'être leader, c'est emmener son équipe, c'est en prendre la responsabilité. C'est quand on fonctionne bien tous ensemble. Quand on ne réussit pas, j'ai ma part de responsabilité et je vois pourquoi on n'a pas réussi. Et ça, c'est important. Moi, manager, je prends ma part de responsabilité. Et ça, je pense que c'est ce que le management aujourd'hui 2.0 doit inclure. Voilà. Et puis, autre chose, tu ne peux pas manager quelqu'un si tu ne te connais pas toi-même. Ça, c'est important. Et si tu ne connais pas les gens que tu manages, il faut connaître. Et les gens qui sont en dessous de toi, les autres managers, on peut les appeler comme ça, il faut qu'ils soient aussi dans ton cap, sinon ça ne peut pas fonctionner. Il y a forcément un alignement des méthodes. Encore une fois, je te ressors un autre principe managérial, tu vas me dire que j'adore ces principes. On dit en management qu'au départ, tu as l'équipe que tu hérites et à la fin, tu as l'équipe que tu mérites. Clairement, l'équipe, elle finit par te ressembler. Parce qu'elle adopte tes méthodes, elle adopte même, et c'est assez drôle, il y a un aspect mimétisme qui se crée naturellement, même ton phrasé, tes expressions. C'est le résultat d'un leader. Voilà. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est... Oui, voilà. Je ne me considère pas comme un leader, c'est peut-être un bien grand mot, mais oui, j'adore mener des hommes et des femmes. Ou alors c'est une grosse part d'humilité de ta part.
Peut-être, je sais pas. Moi, ce que je me dis, c'est que ma plus grande satisfaction, c'est de voir mes collaborateurs réussir, prendre du plaisir, évoluer, progresser. Et je trouve que c'est hyper passionnant de voir ce chemin parcouru de chacun des collaborateurs que tu prends un point A, que tu amènes un point B, grâce à leur travail. Hein. Évidemment, c'est leur travail avant tout. Et il y a des orientations, il y a des orientations. Voilà. Boulot. Merci pour ce partage sur la partie management qui est quand même devenu un sujet central. Oui. D'ailleurs, tiens, allez, avant de le quitter totalement ce sujet, toi, quand tu es arrivé comme stagiaire à la Bred, tu as été sous la coupelle d'un manager, de plusieurs managers avec une forme de management. Bon, est-ce que cette partie justement management, elle a évolué au fur et à mesure des années? Et si oui, pourquoi? Comment? Est-ce que l'employé de banque de ton temps en tant que stagiaire, c'est le même aujourd'hui? Qu'est-ce qui a évolué? Parle-moi de tout ça. Le management a forcément évolué parce que d'abord, les générations ont évolué. Aujourd'hui, et peut-être que le Covid a été un accélérateur, mais je ne suis pas sûr que le Covid soit la seule cause. Il y a un aspect respect vie privée, vie pro, équilibre en tout cas, qui est éminemment important. On est sorti du management militaire, comme je te disais. Aujourd'hui, quand tu expliques quelque chose à un collaborateur, en tout cas tu lui demandes de faire quelque chose, il y a le pourquoi. Et le pourquoi est plutôt sain. C'est pas de la rébellion. Ça n'est certainement pas non plus, en tout cas, un problème avec le lien de subordination. C'est juste le besoin naturel de donner du sens et de l'enjeu. Tu ne peux pas demander à un collaborateur de faire quoi que ce soit sans lui expliquer le pourquoi, là où ça va l'amener et pourquoi on lui demande de faire ça. Ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre et je trouve ça très sain. Et ensuite, effectivement, il y a un côté générationnel où maintenant, un jeune a besoin d'avoir un confort assez, sans faire de clichés, de mauvais clichés, un confort assez relatif de j'habite pas loin, je travaille pas trop, je m'occupe de ma famille et finalement, je suis bien dans ma tête et dans ma peau. Après tout, je pense qu'il ne faut pas et certainement pas aller à l'encontre de ça, il faut vivre avec. Il y a certains managers qui auraient tendance à vouloir résister à outrance et se dire qu'importe, moi de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, je pense que désormais c'est nouveau management, c'est comme ça. Tu fais attention à tes collaborateurs. Si tu veux qu'ils s'occupent bien de ton business, occupe-toi bien d'eux. Okay. En gros, on n'a pas le choix de toute manière. Non. On peut faire les rebelles autant que l'on veut. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, tu es obligé de laisser, évidemment, parce que c'est comme ça, il faut s'y habituer. Et je pense il faut s'y habituer, c'est-à-dire que tu as quand même eu une période où tu ne comprenais pas, toi, tu disais, mais attends, moi j'ai été éduqué à la militaire, j'ai eu un management militaire, et là on me demande en gros d'être dans le pays des bisounours. Non, surtout pas dans le pays des bisounours, et heureusement d'ailleurs, mais moi j'ai... Il y a un choc. Il y a un choc culturel pour certains, moi ça n'a pas été un choc. Puisque tout le temps, en fait, depuis tout le temps, et qu'importe les managers que j'ai eus, j'ai toujours eu besoin de comprendre pourquoi on me demandait de faire. Quand on me donnait une règle, je dis très bien, pourquoi cette règle-là, pourquoi elle existe. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Mais sur la partie équilibre vie pro, vie perso, il y a quand même eu un chamboulement. Il y a eu un chamboulement. Moi, j'ai effectivement, alors, quand on m'expliquait qu'en entretien de recrutement, on peut pas, on souhaite une agence à 15 minutes au max de chez soi. Moi qui ai fait beaucoup de routes pour ma banque, pour me permettre d'évoluer, j'ai du mal à comprendre, surtout quand les velléités d'évolution sont aussi importantes. Quand on a une personne qui a cette exigence-là en termes de périmètre géographique, mais à côté de ça, elle te dit « moi je ne suis pas pressé d'évoluer et je comprends qu'aujourd'hui ma faible mobilité géographique soit un frein à mon évolution rapide et je suis prêt à, entre guillemets, ronronner, végéter un petit peu en attendant que la situation se libère, on est d'accord. En revanche, quand tu as un collaborateur qui te dit « moi, je veux passer à tel poste, je veux faire ci, mais par contre, au pied de chez moi », là, malheureusement, il y a une limite à l'exigence. Il y a une limite à l'exigence, il y a un blocage quelque part. Et nous... Il va falloir quand même rééquilibrer tout ça. Voilà, et puis il y a une notion qui est importante en management, ça s'appelle le courage managérial. Et je pense qu'un bon manager, il est courageux. Je pense qu'un bon manager, il sait dire les choses avec les formes, de manière claire. Et il faudra assumer ses décisions. Exactement. Ce que dire oui, tout le monde sait le faire. Dire non, expliquer pourquoi, c'est différent. Et on voit le point de blocage. Souvent, à ce moment-là,
entre un manager qui apprend, un manager expérimenté, un manager courageux au final, c'est celui qui arrive à dire non, parce que dire oui, tout le monde sait le faire a priori. C'est pas ce qui est le plus difficile. Voilà. On est quand même toutes et tous, entrepreneurs, dirigeants, les acteurs au global du monde économique, dans une forme d'incertitude, pour ne pas dire d'inquiétude. 2025, quelle est ta vision économique, toi, dans ta position? C'est toujours compliqué de parler d'économie, toujours compliqué de partir dans des prévisions, des visions, je le sais. Mais tu as quand même une vision économique en local à minima, à travers justement tes clients, puisque c'est quand même eux le véritable reflet de l'économie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors il y a un an, il y a le directeur régional de la Banque de France qui est venu en visite chez moi, comme ça peut arriver régulièrement, et puis on parlait de la vision économique et notamment de la reprise de la croissance. Je lui disais moi, les prévisions du ministère de l'économie disant qu'on va reflirter avec 3% de croissance à 2 ans, elles sont utopiques. Il m'a dit, monsieur Cheb, on verra, on en reparle dans un an. Force est de constater qu'il a eu presque raison. On a la France économiquement est sur un retour à un niveau de croissance. En revanche, il est long. En revanche, il y a quand même une question de pouvoir d'achat qui est très dure en ce moment. Et il y a la réalité de ce que l'on vit, donc il y a les chiffres, avec un effet rétroviseur quand même. Et puis, il y a le ressenti de nos clients, ce qu'on vit aussi avec nos clients professionnels, artisans, commerçants et entreprises, où tout le monde ne fonctionne pas aussi bien qu'avant. Peut-être aussi qu'on a oublié qu'on était sous cloche avec l'effet Covid avant. Enfin, après l'effet Covid, ce que l'État a mis. Les différentes aides, le PGE, voilà, le quoi qu'il en coûte. Exactement. On est revenu quand même sur des niveaux de défaillance équivalents à l'avant Covid. Donc finalement pas énorme, avec un petit effet rattrapage dû à cet effet de cloche que j'évoquais juste avant. Je pense qu'en 2025, oui, la croissance revient. Pas aussi rapidement qu'on l'espérait, mais la tendance est là. Mais ce qu'on peut regarder aujourd'hui, alors on est sur une période, est-ce que la période est propice pour avoir un jugement vraiment très précis? On est sur la période de fin d'année, avec la rentrée scolaire, les impôts fonciers, qui, quoi qu'on en dise, ont augmenté un peu partout, dans toutes les communes. Et pas que de 2%. Mais septembre, le moment des impôts. Quoi. Voilà, que l'inflation jacente ou sous-jacente, en tout cas, prenant en compte l'énergie, on nous parle de baisse d'énergie. Est-ce qu'elle est encore arrivée? Je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a un effet retardataire qui est là. Il y a une baisse avec une nouvelle taxe, donc c'est un peu paradoxe. Voilà. Est-ce que les ménages vont vraiment, à partir du mois d'octobre, novembre, on arrive en plein dedans, ressentir cette baisse? Ça, je ne suis pas certain. Les carnets de commandes des entreprises, effectivement, les entreprises ont eu des carnets de commandes très pauvres en début d'année, qui ont commencé à se reconstituer en fin d'année, enfin en tout cas à partir de la milieu d'année, en cours d'année. Mais tout dépend des secteurs d'activité. Je pense que le commerce, aujourd'hui, les gens font plus attention, donc on voit des paniers moyens dans les commerces qui sont moins importants qu'avant. Ça consomme moins. Ça consomme moins. En tout cas, les gens font plus attention. Et pour autant, on n'a jamais eu autant d'épargne des Français. Donc, alors on peut s'en féliciter, mais c'est juste peut-être qu'ils ont peur du lendemain. Ouais. Les Français n'ont jamais autant épargné que depuis les dernières années. Manque de visibilité, donc on se resserre un peu sur soi-même. On essaye d'assurer le lendemain. On dépense moins, on met plus de côté. C'est à peu près ça. Donc, il faut... je pense qu'il faut rester positif. Les différentes directives là, passées, le plan économique du gouvernement, tu as un avis sur ce sujet-là? Tu le sens dynamique? Tu le sens pas très dynamique? Moi, j'ai confiscatoire? Moi, j'ai un avis, j'ai une conviction. Alors, c'est pas une réduction budgétaire, c'est une réduction de dépenses de l'État, de train de vie de l'État. Ça paraît inévitable. C'est inévitable, il va falloir qu'on y arrive de toute façon. On ne peut pas rester avec un endettement aussi fort et des dépenses aussi fortes au niveau gouvernemental. Je ne sais pas quelle incidence ça va avoir directement sur nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État rembourse ses emprunts quand ils étaient négatifs. Aujourd'hui, ils sont bien positifs au niveau des taux. L'obligation assimilable au trésor a été négative il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, c'est positif, et bien positif. Donc il y a un coût d'intérêt pour l'État qui est exponentiel en
termes d'évolution. Ça, il faut l'assumer. On l'assume par quoi? On l'assume évidemment par un niveau de taxation, un niveau d'imposition. Et de la dette. Et de la dette. Voilà, donc c'est assez complexe. Ce sont des mécanismes assez complexes, mais in fine, ça reviendra toujours sur les citoyens de toute façon, parce qu'il faut régler, et même si on ne critique pas, hein, et il fallait le faire, je pense qu'il fallait le faire, le quoi qu'il en coûte, il fallait qu'on le fasse, et aujourd'hui il va falloir le payer. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de mesures qui sont très bonnes pour l'économie, mais il y a quand même une véritable problématique de contrôle dans notre pays, ou de garde-fou, si tu veux, on lâche, quoi. J'ai l'impression qu'on lâche, parce que le quoi qu'il en coûte, il y a quand même eu de véritables abus, tout le monde le sait. Et là, on est en train de compter les points, mais je sais que c'est pas facile non plus de mettre des garde-fous. Ok, mais il faut faire attention quand on lâche comme ça, quand on ouvre les vannes, il faut quand même faire attention. Oui, il y a eu effectivement, il y a eu beaucoup. Alors il y a eu des abus sur beaucoup d'aides, il y a eu des contrôles a posteriori, mais une fois que le torchon a brûlé, comme on dit, c'est trop tard. Il faut payer la note aujourd'hui. Payer la note. Il fallait effectivement sur des mesures d'urgence qui ont été créées. Pour répondre à l'urgence. Évidemment, c'était un système qui était absolument indispensable, mais nécessairement imparfait. Et donc, ça a créé, il y a eu des dérives. 2025, Hakim Cheheb, il est positif, entre deux ou super négatif? Je suis de nature toujours positive. Je vois le verre à moitié plein plutôt que l'inverse. Moi, je suis persuadé que 2025 va être plus simple. Plus simple pour plusieurs raisons. Le marché de l'immobilier était tendu, ça devient un peu plus facile. Ça va se détendre. Ça va se détendre. Il y a un ajustement des prix qui s'est fait tardivement avec les vendeurs. Parce que les taux ont monté, l'offre de vente était là, mais il n'y avait pas la demande en face suffisante. En tout cas, la demande n'était pas calée au niveau des prix. Donc ça commence à s'équilibrer. On voit que ça redémarre un petit peu. Les taux ont bien baissé, mais on arrive aujourd'hui sur des taux normaux en fait. Les gens se disent les taux ont monté, on est à 3,5, 4. En fait, c'est parce que ce sont des personnes et on a tendance tous à être comme ça, à avoir la mémoire courte. Ce sont des personnes qui ont oublié qu'en fait, c'est la situation qu'on connaissait depuis 10 ans qui était anormale. Et on le disait pendant cette période. On le disait. Les taux négatifs, voilà, taux négatifs. C'est ça qui était anormal. C'était même 1%, c'était un non-sens. Moins d'1%. Voilà, et même intellectuellement, il fallait. C'est une gymnastique assez. On assez savait tous que ça n'allait pas durer. Voilà. On est revenu sur des taux normaux, ce qui a été dur à assumer, y compris dans le bilan des banques. Et donc, il y a eu des impacts et des répercussions sur le secteur de la construction, de l'immobilier de manière générale, et donc sur l'artisanat, surtout, sur le pouvoir d'achat au mètre carré qui a baissé. Donc, à taux équivalent, on n'avait pas le même nombre de mètres carrés entre ce qu'on pouvait acheter il y a 3 ans et ce qu'on peut acheter aujourd'hui, puisque évidemment les taux sont bien plus hauts. Mais ça, on est arrivé sur des taux normaux. C'est la fulgurance en fait qu'il faut retenir du retour à la normalité des taux. Le choc, ça a eu un choc. Okay. Il y a eu un choc aussi bien au niveau des crédits que des dépôts. Sur le bilan d'une banque, c'est un peu technique, mais quand vous avez un stock de livret A que vous rémunériez 0,75, que du jour au lendemain, vous le rémunérez 2,5, tu le payes tout de suite ton stock. Et ça, pour une banque, c'est immédiat. En revanche, les crédits que tu as engrangés pendant des années à des taux de 1%, voire inférieurs, qui ont donc baissé ton taux de rendement moyen de tes encours, demain, et depuis 18 mois désormais, les taux ont remonté, mais avant que le stock se rehausse en termes de taux moyen, il se passe du temps. Il y a une latence. Il y a une latence. Pour autant, tes ressources, tu les payes tout de suite. Donc il y a eu un déséquilibre immédiat sur le bilan des banques. Il faut savoir que dans une banque, à l'actif, nous avons tout ce qui est engagement, c'est-à-dire les prêts, les crédits que l'on fait à nos clients. Au passif, ce sont les dépôts à vue, les livrets, ce sont le passif des banques. Le passif, lui, on l'a payé à un prix fort immédiatement. Mais l'actif, avant qu'il remonte, en termes de taux, on travaille sur des stocks énormes. Là, il se passe un peu de temps. Font attendre. Exactement. Tu côtoies des entrepreneurs, toutes tes équipes sont au cœur même du système de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement aux créateurs, repreneurs, etc. Quel conseil
allez, on peut mettre un S parce que c'est toujours difficile d'avoir un seul conseil, tu peux donner à un porteur de projet, à un créateur d'entreprise ou même un chef d'entreprise en activité? Un porteur de projet, un créateur, c'est de bien connaître son marché. D'avoir une vision claire de là où on veut aller. Du chemin à parcourir et des étapes indispensables. Étudier son marché, c'est important, de connaître là où on va. 2, je pense, de ne pas voir grand tout de suite. Alors on adore faire des prévisionnels avec des chiffres énormes. Je pense qu'il faut être humble. L'humilité, c'est important. Parce que c'est une des valeurs de l'entrepreneuriat qui est essentielle à mon sens. Et puis quand on a un entrepreneur qui est déjà en place, qui réussit, ou moins, l'humilité, ça permet aussi de se remettre en question tout le temps. Ça permet, même quand ça va, et surtout quand ça va, j'allais dire, de se dire tous les jours comment je peux faire mieux, comment je peux prévoir l'avenir, et de ne jamais arriver dans une situation qui nous met au pied du mur. Comme on dit, c'est quand on est au pied du mur qu'on voit la qualité du maçon. C'est tellement vrai. On n'attend pas d'être au pied du mur. Je parle souvent de l'affaire de Kodak. Kodak, en 6 mois, ils ont disparu. Parce qu'en fait, ils ne croyaient pas au numérique. Mais s'ils avaient prévu avant, en tout cas, écouté, suivi les conseils. Il serait certainement encore numéro 1 aujourd'hui. Voilà. Et donc, je pense qu'un chef d'entreprise, c'est qu'il ne prenne pas panique, qu'il prenne le temps de prendre de la hauteur. 2, qu'il puisse se projeter, avoir une vision stratégique à 1 an. Évidemment, tout le monde peut l'avoir. À 2, à 3, à 10. Et déjà, c'est bien. Alors, on nous demande souvent une vision stratégique à 5-10 ans. Et on se dit, moi, à 6 mois, je ne sais même pas où je serai. Je pense que c'est un risque aussi. C'est un risque. C'est un travail sur soi. C'est là où je veux aller. Après, le chemin, évidemment, pour y parvenir est différent. Il y a des embûches. Il y a peut-être des rétropédalages de temps en temps. Mais si on se donne une vision, je suis certain qu'on va se donner les moyens. Et un chef d'entreprise, quel qu'il soit, en fait, qu'il soit petite entreprise, PME, PE, artisan, commerçant, il faut qu'il ait une vision stratégique assez claire. Alors il n'y a pas besoin de faire des grands tableaux, des grands discours, mais juste se dire, tiens, moi je suis là, où est-ce que demain je me projette d'aller? Quand déjà on est sur un environnement de réflexion à ce niveau, on balaye bien des sujets et on s'ouvre bien des solutions parce que souvent, on arrive à prendre de la hauteur. Tu arrives de parler avec des entrepreneurs, j'imagine régulièrement. Ouais. Qu'est-ce qui distingue finalement un entrepreneur d'une personne qui n'entreprend jamais? Pour moi, l'entrepreneur, c'est un courageux. On peut dire ce qu'on veut, dans la réussite comme dans l'échec. Il faut avoir du courage. Aujourd'hui, entreprendre, il faut être courageux parce que on voit souvent, on a tendance à se focaliser sur le résultat. Tu parlais de résultat tout à l'heure. On se focalise sur le résultat. On oublie le chemin parcouru pour arriver jusque-là. C'est ça qui m'intéresse, moi. Et moi, je pense que c'est ça. Moi, je rends hommage aux entrepreneurs, quels qu'ils soient, parce qu'il faut être courageux d'entreprendre. Évidemment, ce sont des personnes qui ne font pas leurs heures, qui souvent sont investies de manière personnelle assez forte, qui mettent leur vie de famille, parce qu'on parlait d'équilibre vie privée, vie pro dans le salariat. Là, il n'y en a pas. Et c'est jour et nuit, c'est 7 sur 7. Même si je m'octroie le dimanche, je pense à mon entreprise. J'essaye de voir comment mon carnet de commande va se remplir si ça ne fonctionne pas. Je suis artisan du bâtiment, je rentre et je fais un travail physique, je suis fatigué, il faut que je me mette sur ma facturation, l'établissement des devis. Et je ne suis pas expert dans ça. Et il faut que je gère aussi la complexité administrative, qu'on en dise, même si... Qui ne facilite pas. Et tout ça seul. Et il y a aussi un effet pour moi, pour un chef d'entreprise qui est hyper désobligeant, c'est la solitude. La solitude du chef d'entreprise. La solitude du chef d'entreprise face à ses décisions, face à son avenir, face aux risques qu'il prend. Il entreprend, il prend des risques. Il faut être super entouré, mais bien seul quand même. Exactement. La finalité, c'est qu'on est seul avec sa boîte. Le jour où ça ne fonctionne pas, c'est lui et lui seul. Là, tu es super seul. Là. Voilà. Ouais. Et je pense que on peut... Ok, merci pour cet hommage à nos chers entrepreneurs. Tu sais, je suis passionné par ces personnes que je trouve exceptionnelles. Alors, globalement, l'humain est exceptionnel. Oui. Mais c'est vrai que j'ai quand même un petit penchant pour les audacieux, les entrepreneurs, parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile et c'est tellement magnifique quand ça marche que waouh. Si tu devais changer, ça c'est la petite question de clôture de l'interview embarquée, ça se passe bien au volant de l'Explorer? J'adore cette voiture.
Bon. Agréable. Hyper agréable. Franchement, Elle a un braquage exceptionnel, me disait tout à l'heure Germain. Oui, je trouve qu'elle a aussi une capacité de braquage qui est top. L'écran embarqué là, j'aime bien. Ça fait une grosse tablette. Je trouve que c'est très visuel. C'est pas devant. Ouais, non, c'est bien. On n'est pas gêné dans la conduite. Elle freine bien. J'ai dû faire 1 ou 2 freinages rapides, mais ça freine bien. On n'a pas testé les airbags. Ça, c'était pour la petite blague. On va éviter. Là, on se dirige vers le centre d'affaires, là où ouais. tu es. Et la question de l'interview embarquée, la dernière question, c'est la suivante. C'est si tu devais changer quelque chose, je te donne cette possibilité, le pouvoir de changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Le pouvoir de changer quelque chose dans ma vie, qu'est-ce que je changerais? Ma vie à moi, personnelle, professionnelle? Tu fais le choix. Pro, Ouais. perso, je te laisse. D'accord. Je vais être très bateau, c'est une réponse de Normand peut-être. J'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Je me sens bien, libre de mes mouvements. Au niveau professionnel, ça fonctionne bien. J'ai une hiérarchie qui me fait confiance. J'ai un niveau d'autonomie qui est génialissime. J'ai une famille extraordinaire, une femme extraordinaire, des enfants extraordinaires. Tout va bien, je suis heureux. En fait, si j'avais peut-être à changer, avoir le pouvoir de me dire que cette situation-là de plaisir, de gaieté, puisse perdurer le plus longtemps possible. Donc tu veux plutôt prolonger Ouais. que modifier. Ouais, je veux kiffer. Moi, je prends du plaisir, un kiff. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve que être bien dans sa tête, dans ses baskets, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, c'est vraiment La première richesse. Oui, ce sont les ingrédients, je dirais, majeurs de notre vie. Et puis, si un jour je devais faire autre chose au niveau professionnel, j'ai une âme d'entrepreneur. Si je devais un jour me poser la question, parce que ça fait 20 ans que je fais de la banque et j'adore ce que je fais, parce que j'ai conscience qu'on fait un métier passionnant, j'ai conscience qu'on fait un métier utile, qui aide les gens à s'installer, qui aide les gens de manière générale. On l'a vu pendant le Covid, mais on s'en est rendu compte peut-être tardivement. En fait, on a un métier essentiel. Mais si je devais vraiment un jour changer de métier, je changerais de voie, je ne resterais pas dans la banque. J'utiliserai tout ce que la banque et la Bred, que je remercie, m'a appris pendant des années pour le transformer l'essai peut-être pour moi-même. On a un esprit d'entrepreneur. La Bred a été créée en 1919 par des entrepreneurs du côté de l'Est parisien, Vincennes pour dire exactement. Ils ont décidé de mettre en commun des moyens pour se financer entre eux. C'est ça l'histoire de la Bred. Voilà, parce qu'ils n'arrivaient pas à se financer par les banques traditionnelles. C'est là qu'est né le mutualisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est une banque mutualiste qui appartenons à nos clients. Et on ne sert pas l'intérêt d'actionnaires. On a des sociétaires. Quand tu es client chez moi, Fred, eh bien, je le suis. Tu as des parts sociales. On te fait souscrire des parts sociales. C'est comme si tu avais un bout de mon bureau. C'est une réalité. Ben, je ne le savais pas. Voilà. J'y viendrai régulièrement. Exactement. Merci pour la proposition. Merci Hakim. Merci. Je te sais authentique et c'est toujours un moment super agréable de passer du temps avec toi. Chers amis, l'interview embarquée avec Hakim Cheb, directeur régional Normandie de la Bred, c'est terminé. Je vous dis à très vite. Merci Ford Rouen pour cette chronique. Merci Hakim. Et merci Ford Rouen. Merci Rouen Business App. Oui, également. On merci, peut citer. Allez, on y va. Merci Frédéric. Merci la Bred. Et franchement, bravo Ford. Vous avez un beau véhicule. Vous avez franchement une belle réussite commerciale pour ce véhicule-là. C'est le véhicule du moment. C'est le véhicule du moment. Vous pouvez y aller, les yeux fermés, ça fonctionne bien, ça tourne bien et vous êtes en toute sécurité et en conduite très agréable. Tu pourrais bosser chez Ford. Ah, je pourrais même... L'Explorer 100% électrique, le véhicule du moment à vous arracher en concession, direction Ford Gaz Automobile. Les amis, on se dit à très vite, je vous souhaite beaucoup de courage, plein de business et prenez soin de vos familles.